Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 10e épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple avec Guillaume. Et Max. Épisode qu'on a choisi d'intituler « Je t'aime, moi non plus ». Oh. Allez Max, en voiture. Puis, puisqu'un rappel ne fait jamais de mal, vous retrouvez Tranche de couple le lundi tous les 15 jours. Et vous pouvez nous retrouver entre-temps sur Facebook et sur Twitter. Et on vous rappelle, n'hésitez pas, quand vous aurez écouté cet épisode, à nous mettre un petit message pour nous faire un petit coucou et nous dire comment vous l'avez trouvé. Et si vous préférez, vous pouvez aussi nous écrire par email sur tranche@gmail.com. Si ce podcast vous plaît, faites-le connaître autour de vous. Et si vous le pouvez, mettez-nous une note sur Apple Podcast ou sur YouTube pour nous aider à progresser et à atteindre toujours plus d'auditeurs. C'est Max qui commence aujourd'hui avec une actu brûlante, puisqu'on va vous parler évidemment de ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques jours. Et oui, on ne pouvait pas commencer ce podcast sans vous faire un petit point d'actualité sur ce qui s'est passé effectivement ces derniers jours à Washington. Alors, un certain nombre de points, on ne va pas développer trop en détail, mais je pense que c'est important de revenir sur les différents éléments de ces derniers jours. Alors, le premier, c'est bien sûr, suite aux élections en Géorgie, dans l'État de Géorgie, le 5 janvier, les deux candidats démocrates ont été élus, ce qui amène donc un nombre de sénateurs républicains et de sénateurs démocrates à égalité, donc 50-50. Et concrètement, il est prévu que ce soit le vice-président des États-Unis qui tranche les décisions lorsqu'il y a égalité. Et donc, naturellement, sur les propositions de loi les plus importantes et les plus clivantes. Et cela permettra donc à l'administration Biden-Harris de faire avancer son agenda, puisque autrement, le Sénat aurait mis des bâtons dans les roues. Deuxième aspect, deuxième élément important, ce qui s'est passé le 6 janvier. Vous savez, le 6 janvier, c'était la date prévue de certification officielle par le Congrès des résultats des élections présidentielles. Et c'est aussi le jour où Trump avait appelé ses partisans à venir à Washington. Et au cours d'un discours, et après que la foule ait été assez chauffée par les différents intervenants qui ont parlé avant Trump, il a appelé à ne pas se laisser faire et notamment à marcher sur le Congrès, ce qui a conduit cette foule de partisans de Trump de facto à mettre à sac le Congrès, qui était en même moment en train de voter et surtout de discuter des différentes objections à l'élection de Joe Biden et Kamala Harris. C'est des images assez choquantes en fait aujourd'hui, parce que bon, on a eu des images, on vous en a aussi déjà parlé ici, de manifestations qui dégénèrent, d'intervention des forces de l'ordre, mais là on parle bien... Ah, c'était des émeutes là, carrément. D'une émeute au sein d'un peu le cœur de la démocratie aux États-Unis. Et le temple de la démocratie aux États-Unis, Guillaume et moi, on a eu la chance de le visiter en 2013, je crois. Il faut quand même dire que c'est un endroit qui est plutôt bien gardé en général. Et là, de manière tout à fait étonnante, il y avait très peu de sécurité sur le site, alors même qu'on savait qu'il y avait la manifestation de Trump qui était pas très loin. Et puis il y a une photo qui a circulé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais cette photo où les gens mettent en comparaison les effectifs de forces de l'ordre de la garde nationale qui ont été déployés cet été pour des manifestations Black Lives Matter, qui n'ont pas dégénéré, en tout cas nettement pas dans les mêmes proportions, c'était pacifique. Et qui sont restés globalement pacifiques, pour lesquels ils avaient sorti... il y avait des gardes tous les 5 mètres sur les marches partout, tout autour du Capitole. Enfin, c'était impressionnant. Et là, ces marches vides, au moment où les émeutiers entrent en fait et investissent le bâtiment. Oui, et effectivement, on peut se rappeler de ces images de cet été, avec la garde nationale qui était déployée effectivement dans tout Washington DC. Vous vous souvenez aussi à l'époque déjà du scandale avec Trump qui avait fait dégager le terre-plein qui est devant la Maison-Blanche pour pouvoir se rendre devant une église et brandir la Bible. Effectivement, même Joe Biden l'a dit, si cette population d'émeutiers avait été noire, le résultat n'aurait pas été le même. On est passé de fait à ça d'un carnage. Quand même, il y a eu 5 morts, dont un policier de la police du Capitole.
et quand même beaucoup de retenue de la part des services de sécurité et de police à l'intérieur du Capitole, parce que, mine de rien, les émeutiers étaient quand même assez menaçants et ils avançaient au fur et à mesure avec des représentants de la Chambre et du Sénat qui étaient barricadés dans les bureaux et dans différents endroits. Et même le vice-président Pence, qui finalement est un traître d'après effectivement les patriotes, les soutiens de Trump, parce qu'il a accepté de présider la cérémonie de certification et il a dit qu'il ne s'opposerait pas au vote, ils étaient à visiblement 20 mètres de là où il était, et donc ça aurait pu assez mal se passer, puisqu'au même moment il chantait on va pendre Pence. Donc finalement quand même le Congrès n'a pas été empêché de certifier les résultats des élections, puisqu'ils ont réussi à se réunir après dans un lieu alternatif. 5-6 heures après, je crois. Oui. Malgré l'obstruction quand même d'un certain nombre de représentants et de sénateurs républicains. Donc il y avait 3 objections sur trois États différents. Et malgré l'émeute et le saccage du Congrès, ça n'a pas empêché ces républicains de continuer à s'opposer aux résultats des élections et de facto de continuer à mettre à mal les principes, les fondements de la démocratie, toujours sur la base d'une absence de preuves et de fondements. Troisième moment important, ces émeutes du 6 janvier ont marqué un tournant pour Trump, parce que un certain nombre, déjà l'opinion publique et puis un certain nombre de ses soutiens au sein des républicains et comment on dit aux États-Unis, voters, des membres, des électeurs républicains, voilà, pardon, en fait ont tourné le dos et ont dit ça suffit. Et donc ça représente aussi une certaine opportunité pour le Parti républicain de se libérer un peu de Trump, qui en fait faisait un peu la pluie et le beau temps au sein du parti. Alors, parti, c'est lui. Enfin, ça a été lui en tout cas pendant 4 ans. Et là, c'est un peu l'opportunité éventuellement à saisir. Alors, tout de suite, immédiatement, il y a eu des appels à faire jouer, à ce que le vice-président et les ministres fassent jouer l'article 25 de la Constitution qui permet de déclarer l'incapacité du président. Mais en fait, parce que finalement, c'est lui qui a été à l'origine de ces émeutes. Mais Pence a assez rapidement dit qu'il ne voudrait pas faire jouer cet article. Ils ont aussi certainement poussé Trump à faire une déclaration disant de cesser les violences, même si cette déclaration était quand même un peu ambiguë, parce qu'il exprimait son amour pour ces personnes qui étaient venues pour le soutenir. Et donc dès lors, la seule solution, c'était à nouveau une procédure d'impeachment, de destitution, notamment un des éléments qui a fait déborder le vase, puisque après ses appels au calme, il a finalement dit qu'il ne participerait pas à l'inauguration de Joe Biden, ce qui est en rupture avec la tradition. Et du coup, la conséquence, c'était que tous ses comptes sur les réseaux sociaux ont été fermés de manière temporaire jusqu'au 20 janvier, et puis certains ont même dit que ça pourrait durer plus longtemps. Enfin, c'est pas parce qu'il a annoncé qu'il n'assisterait pas à l'inauguration que les comptes ont été fermés. Non, mais c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que finalement, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, il y a eu toutes ces violences et tout ça, il a fait ses appels au calme qui auraient pu lui permettre de prendre un peu de recul, et voilà. Mais le fait qu'il dise qu'il n'assistera pas à l'inauguration, finalement c'était à nouveau un message pour dire qu'il ne reconnaissait pas la légitimité de Biden, et donc que ses appels à une transition pacifique, finalement, c'était un peu c'était du vent. En tout cas, moi, je pense que cette utilisation et ce pouvoir des réseaux sociaux sur les comptes, en fait, de Monsieur Tout le Monde, comme le compte personnel, je précise, du président des États-Unis, puisque c'est le compte personnel de Donald Trump qui a été fermé et non pas le compte officiel institutionnel, fera probablement l'objet, je pense, d'une petite actu dans un podcast prochain. Oui, parce que bon, dans tous les cas, il y a quand même cette question sur la responsabilité des plateformes sur le contenu. Jusqu'ici, les plateformes disaient en gros qu'elles n'étaient un endroit pour la liberté d'expression, et donc elles n'avaient aucune responsabilité sur ce qui était dit.
Et là, leur décision de fermer le compte de Donald Trump marque en fait une rupture, puisque derrière, elles acceptent d'assumer ce qui a été dit et donc de ne pas être, de pas soutenir des appels à la violence. Et donc notamment, il y a eu l'application Parler, qui visiblement était l'application de prédilection des conservateurs trumpistes. Et puis des ultra-conservateurs et de la droite ultra aux États-Unis en général. Exactement. Liés à Trump ou pas liés à Trump. De facto, ils sont beaucoup liés à Trump, mais c'était plus largement une sorte d'exutoire pour... Et autres que QAnon, donc conspirationnistes. Et puis d'autre part, donc ça c'est une première problématique. Et la deuxième problématique, c'est est-ce que finalement c'est pas à l'État de réguler plutôt qu'à des plateformes privées. Donc dans tous les cas, je pense qu'il y aura effectivement des suites de cette décision-là. Le quatrième élément, c'est effectivement du coup la procédure d'impeachment qui s'est déroulée cette semaine, où finalement on accuse Donald Trump d'avoir incité à une insurrection. Et donc, cette procédure d'impeachment a été votée par la Chambre des représentants cette semaine. Et donc, la deuxième étape, c'est le procès en destitution qui doit se tenir au Sénat. Et on nous a déjà annoncé donc, que le Sénat est toujours à majorité républicaine jusqu'à ce que les deux victoires en Géorgie soient certifiées, probablement d'ici la fin du mois. Le président de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a annoncé que ce procès ne commencerait pas avant la prise de fonction de Joe Biden et Kamala Harris le 20 janvier. Et donc, il y a naturellement un risque que ceux-ci viennent polluer le début de la présidence Biden. Quel courage politique, quand même, ces républicains. Mais néanmoins, il y a quand même, et on revient à cette question sur est-ce que c'est l'opportunité de se libérer du pouvoir de Trump et de l'ascendant de Trump. Un certain nombre de sénateurs républicains qui ont annoncé qu'ils voteraient la destitution. Alors, il en faut 17. Aujourd'hui, 10 ont déclaré qu'ils voteraient la destitution. Et donc il y a un peu cette incertitude et voilà. Alors vous allez nous dire quel est l'intérêt de destituer Trump si il a déjà quitté ses fonctions. En fait, le principal intérêt, c'est que du coup il n'est plus éligible, il ne peut plus se présenter à des élections futures. Voilà. Et pour terminer cette actu américaine, cette semaine, le 20 janvier, c'est l'inauguration de Joe Biden et de Kamala Harris et le départ de Trump pour la Floride. On l'a dit, il n'assistera pas à l'inauguration et il partira juste avant. Voilà. L'Écosse ayant refusé qu'il atterrisse sur les terres écossaises en raison du couvre-feu officiellement pour aller faire du golf là-bas. Deuxième sujet, on passe Guillaume au sujet de la vaccination. Absolument Max, on va reparler évidemment de ce sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment, et puis d'un autre sujet aussi qui a été sur toutes les lèvres comme ça arrive de temps en temps en France. On va parler campagne de vaccination et collectif citoyen, je t'aime moi non plus. On est habitué maintenant depuis presque un an que dure la crise du Covid aux polémiques stériles et aux râleries propres aux Français qui dans un contexte normal apparaissent comme des interventions rafraîchissantes, santes, mais qui à force de se multiplier depuis le début de la crise du Covid finissent par lasser considérablement autant l'opinion publique que le français lambda. Une des dernières en date, que j'aurais adoré dire à la dernière en date évidemment, mais on sait que c'est pas le cas, c'est celle qui est liée au collectif citoyen qui a été réannoncé par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le 3 janvier dernier. Gabriel Attal a en effet rappelé, certes peut-être un peu maladroitement, et ça manquait un peu d'éléments de contexte, mais que le 4 janvier allait être mis en place par tirage au sort un collectif de 35 citoyens pour informer le gouvernement sur le ressenti de la population vis-à-vis de la campagne de vaccination et plus largement vis-à-vis des mesures prises pour lutter contre le Covid. Cela a déclenché une bronca un peu ridicule de tous bords politiques. Je cite « ça ressemble à un comité Théodule » ou encore Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts qui nous dit « c'est du foutage de gueule ». Des critiques de fond, il faut le dire, il y en a quand même quelques-unes. Elles portent sur le côté tirage au sort, reprochent que le français lambda ne devrait pas avoir leur mot à dire dans les décisions. Mais en fait, ce ne sera pas le cas puisque c'est un comité dont l'essentiel des actions sera consultatif. Et puis, sur l'arrivée soi-disant tardive de cette initiative qualifiée par certains de populiste. Or, quand on fait un peu nos propres recherches, comme on dit dans la complosphère aujourd'hui, la toute première mention de ce comité citoyen date quand même de juin 2020. Et c'est le comité scientifique
dans l'un de ses rapports qui avait suggéré cette solution pour rapprocher les sentiments de la population vis-à-vis et aider le gouvernement en fait à travailler en osmose avec la population. Et Emmanuel Macron en avait fait la promesse de sa création lors d'un discours télévisé le 24 novembre dernier. À 2 reprises donc, le projet a été abordé sans déclencher pareille polémique. Un peu de retard à l'allumage pour certaines familles politiques, d'autant plus que Le Monde, qui n'est pourtant pas un journal de seconde zone, est peu lu, notamment, on l'espère en tout cas, par les hommes et les femmes politiques français. On avait déjà fait un article complet le 16 décembre dernier, donc bien avant le 4 janvier. Mais peut-être qu'avec les fêtes de Noël, tout le monde était occupé à choisir les cadeaux. Bref, pour revenir maintenant sur le rôle de ce comité. Rapidement, je l'ai dit, son rôle, c'est d'alimenter les réflexions, accompagner la stratégie vaccinale et faciliter son acceptation la plus large possible dans la population, ainsi que de donner des avis sur la stratégie de lutte contre le Covid. Depuis le printemps dernier, donc, le Conseil scientifique réclame la mise en place de ce comité avec pour objectif de faire le lien avec la société et de s'assurer de l'adhésion de la population à la stratégie du gouvernement face au Covid. Ça ne s'arrête donc pas à la seule question des vaccins, ça s'est mis en place aujourd'hui parce que la question des vaccins et le fait qu'un certain nombre de Français, une majorité de Français, en tout cas jusqu'à il y a peu, étaient devenus anti-vaccins, a fait comprendre au gouvernement que peut-être il allait falloir faire encore plus que depuis le début de la crise de la pédagogie, puisque le vaccin est aujourd'hui, malheureusement, la seule porte de sortie qu'on connaît pour cette pandémie. Donc comment ce comité sera sélectionné ? Il sera constitué de 35 citoyens tirés au sort, le comité économique, social et environnemental, qui supervisait d'ailleurs déjà la convention citoyenne sur le climat, va réutiliser les listes électorales pour piocher au hasard parmi des dizaines de milliers de Français, 35 personnes qui seront sélectionnés en fonction de leur âge, de leur région, de leur niveau de diplôme, catégorie socio-professionnelle et de leur lieu d'habitation. Chacun de ces citoyens devra donner ensuite une position numérotée de 1 à 5 à l'égard des vaccins, 1 signifiant une opposition, 5 une adhésion, pour avoir une représentation assurée qu'il y aura aussi dans ce comité une représentation des différentes sensibilités de la société française vis-à-vis du dit vaccin. Comment est-ce que ce comité va travailler ? Donc, il travaillera comme travaillent les comités, notamment au Parlement, ou comme a travaillé le comité citoyen pour l'environnement. Des auditions de médecins, de ministres, des recherches, de chiffres, d'études. Et puis, ils travailleront en collaboration notamment avec Alain Fischer, qui est à la tête d'orientation sur la stratégie vaccinale, pour faire, donc, comme je le disais, remonter les peurs, les résistances et les questions éthiques que peut susciter la vaccination. Plutôt utile, du coup. Plutôt utile, on l'espère. En tout cas, on espère aussi que le gouvernement utilisera et écoutera ce qui sera dit et utilisera ce qui en ressortira, puisque c'était un peu ce qui a été reproché. Alors on pourrait en faire un sujet, mais sur la Convention citoyenne sur le climat, que toutes les propositions n'ont pas été reprises, certaines ont été diluées. En fait, la Convention avait fait, je crois, plus d'une centaine de propositions, et il y en a déjà, dans les 2 prochaines années, une soixantaine qui vont être reprises d'une façon ou d'une autre dans la loi. Donc, pour moi, c'est pas un comité qui est inutile, c'est juste un comité qui donne des avis, et le gouvernement, avec une vision peut-être plus large des choses, choisit aussi qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il ne garde pas. Voilà, c'était pour le comité citoyen pour la vaccination et le Covid. Rapidement aussi, parce qu'on pourrait en faire un sujet complet, on en parlera d'ailleurs peut-être un peu plus tard, mais notez que l'Inde vient de lancer sa propre campagne de vaccination avec pour objectif de vacciner pas moins d'1,3 milliard de personnes, dont 300 millions d'ici fin juillet, soit dans 7 mois. On vous reparlera, je pense, dans 1 ou 2 épisodes, justement, des 300 millions 300 millions de personnes, c'est-à-dire quasiment la taille, le nombre de personnes qui devraient être vaccinées dans l'Union européenne d'ici juillet. En même temps, on dit ça. Ici, pour faire un petit point belgitude et une transition parfaitement trouvée vers notre point belgitude, il faut savoir que la région de Bruxelles-Capitale a annoncé aussi cette semaine qu'elle envisageait de vacciner 70% de sa population d'ici à fin juin 2021. Et on en est très heureux. Et donc c'est une affaire à suivre, parce qu'évidemment, on reste dans des choses qui évoluent tous les jours. Il y a des retards plus ou moins importants, mais voilà.
En tout cas, la machine est lancée et je crois que ça va être intéressant et j'espère qu'on tirera les conséquences pour la prochaine pandémie puisque maintenant, les Cassandres nous promettent toutes des pandémies à n'en plus finir pour la suite du 21e siècle. Et alors Guillaume, pour faire le lien avec notre titre Je t'aime moi non plus, tu avais aussi une petite anecdote belge à nous partager ? Absolument, anecdote belge, aujourd'hui je t'aime moi non plus, vous connaissez Bart de Wever, le patron de la NVA et par ailleurs bourgmestre d'Anvers, qui a été pris la main dans le sac, ou plutôt je devrais presque dire la main à côté du caleçon, lors d'une émission de télé. Il était interviewé via Zoom ou via je ne sais pas quelle application de vidéos en ligne. Il était en tout cas interviewé sans pantalon, c'est un miroir derrière lui qui l'a trahi. Ça n'est d'ailleurs pas passé inaperçu en politique, puisque Georges-Louis Boucher, le président du mouvement libéral, un parti francophone, lui a proposé de lui offrir un joli caleçon aux couleurs de la Belgique pour 2021. Quand on connaît les positions de la NVA sur l'unité de la Belgique, on se dit qu'effectivement c'est assez drôle. En tout cas, Bart de Wever a dit qu'il se souviendrait longtemps de cet épisode et qu'il a commencé du coup 2021 sur un moment particulièrement gênant. Mais qu'il est ravi de Blint. Meneer de Blint, Meneer de Wever, mais qu'il est en tout cas heureux d'avoir pu faire parler un peu les réseaux sociaux en ce début d'année. Voilà, contre mauvaise fortune, bon cœur. Bon, et alors du coup, je t'aime moi non plus, forcément c'est un sujet de vie de couple. Ça, on adore, nous. On adore. On s'aime moi non plus tous les jours. Plusieurs fois par jour. C'est comme la pluie en Bretagne. C'est comme la pluie en Bretagne, ouais, exactement. Check. Voilà, on espère que ça rendra bien. Effectivement, ça c'est la vie de couple, au quotidien, vous savez, vous vous doutez que c'est pas non plus tous les jours dimanche. Qu'on s'engueule parfois un peu, on vous l'a dit, ça fait partie des caractéristiques de notre couple. On n'a pas de... Voilà, enfin... On a ces engueulades et puis après, on essaye de se tenir au fait de ne pas s'endormir en étant fâché. Les rares fois où on l'a fait, c'était pas très... Enfin, on passe pas une très bonne nuit. Non. Et donc, il paraît que c'est on s'engueule très peu le soir quand même. Il paraît que c'est un des secrets de la longévité des couples, de ne pas s'endormir fâché. Absolument. Oui, non, comme je le disais, on s'endort finalement assez peu, on s'engueule finalement assez peu le soir. Et puis, vous commencez à nous connaître si vous nous écoutez depuis le début de nos saisons. Vous savez que chez nous, ça fait aussi partie de notre couple, de aussi se titiller, comme on dit en anglais, se teaser, de se mettre un peu, s'envoyer un peu des pics. On vient tous les deux de familles où ça fait partie aussi des façons de faire. Et puis, et donc parfois, on se vexe parce que on va être un peu plus fatigué. On se vexe ? Là, tu viens de hurler dans les oreilles de nos auditeurs qui vont t'en vouloir. Le monsieur qui fera la balance essaiera de faire ça. Je me vexe jamais, moi. Non, toi jamais, c'est vrai, non. C'est toujours moi. Bref, et donc on a parfois des moments où il faut... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre aussi une vraie engueulade où on a quand même vraiment... Des sujets vraiment touchy, on n'en a pas eu énormément. Je dirais que ça se compte sur les doigts de la main. Peut-être. Un peu plus ? Je sais pas, c'est un peu difficile à dire. On a souvent des petites engueulades, c'est vrai. Non, on a souvent des petites engueulades ou des petits trucs qui sont liés à des choses un peu ridicules quand on y pense. Par exemple, allez, soyons un petit peu concrets là, parce que sinon on dit des banalités. Ça peut être une histoire de vaisselle, ça peut être une histoire de linge, ça peut être une histoire de créneaux, d'horaires. De poubelle sortie. Non, la poubelle, on s'engueule pas souvent. Moi, je prends mes responsabilités, je sors la poubelle. Mais je suis pour la paix dans les ménages. De répartition de la charge administrative. Mais c'est pas forcément des engueulades là-dessus, c'est des explications. Ah ouais, ok. Tu clarifies quoi ? Je clarifie les choses. Nous clarifions les choses. Alors sur quoi on s'engueule ? Si en général quand on est en voiture on s'engueule ? Oui. Alors la voiture, on vous en a aussi je crois déjà parlé, mais est un environnement extrêmement propice pour nous à l'engueulade parce que tous les deux, Max un peu plus, mais tous les deux, on a tendance à contrôler un peu, à faire un peu le moniteur de permis de conduire à côté de l'autre,
Alors parfois c'est utile de dire attention, là il y a un... Je prends sur moi. Je prends sur moi. Sur toi. Et parfois c'est un peu rageant parce que voilà, on sait tous les deux quand même conduire globalement. C'est juste que j'ai peur. Alors bon, du coup je m'accroche encore plus à la coudoir, quoi. Dans 2 secondes, les gens vont croire que je suis un danger public sur la route, quoi. Non, tu as une conduite sportive ferme. Absolument. Mais je ne suis pas sûr que tu veuilles vraiment continuer à aller dans cette direction-là, Max. Moi, j'ai une conduite sportive. Oui. On en voit les conséquences. Oui, c'est moi qui ai eu des accidents. J'ai fait un bisou à un tram. Mon Dieu, on vous en a déjà parlé de ça. C'était quoi C'était il y a 6 ans. 3-4 mois après avoir acheté la bagnole. Enfin, c'était un peu horrible. C'était... Ouais. On a quand même récupéré la bagnole. Qu'est-ce que j'étais énervé. Et ils nous ont facturé 250 € pour les travaux de peinture sur le tram. Ah oui, en plus, il y a ça. Enfin, c'est l'assurance qui a payé, mais bref. Oui, parce qu'à Bruxelles, il faut savoir qu'aussi, conduire ici, c'est conduire dans un environnement où à tout moment peut débouler un vélo, un tram. Bon, ça va mieux depuis qu'on roule à 30 km/h quand même. Oui, il faut reconnaître que... D'ailleurs, moins d'accidents quand même. On apprécie ce changement, y compris en voiture, je trouve, moi, personnellement. Mais oui, voilà, il faut être hyper vigilant, hyper attentif quand on conduit en ville, encore plus que... Et peut-être que le fait qu'on soit des cyclistes aussi nous donne cette attention encore plus grande. Parce qu'on sait qu'on est très vulnérable quand on est à vélo. Tout à fait. Et alors, bon, pour faire un petit lien avec le sujet suivant, c'est vrai que cette période particulière, ces 10 derniers mois, enfin, ou même cette année, quasiment, d'isolement, de vie à la maison, vie-travail à la maison, 100% être l'un sur l'autre, ça n'aide pas non plus pour se jeter moi non plus, et pour le fait qu'à un moment donné, la cocotte peut exploser un peu plus vite, même si cette année quand même, enfin, ça n'a pas trop explosé de notre côté. Mais je pense qu'on a la chance d'avoir une grande maison. Déjà. Et puis 10 années quand même 10 années de vie de couple. Hein. On a quand même chacun notre étage de travail, un étage tampon entre les deux, et puis on a 10 années de vie de couple derrière nous, mais on se connaît bien. Forcément, je pense que pour les couples, ces confinements successifs et ce télétravail généralisé auront été probablement une épreuve, et en tout cas nous on est assez heureux de l'avoir passé sans encombre, et on vous souhaite à tous vous tous qui êtes en couple que ça se passe pareil, ou en tout cas savoir communiquer pour déminer quand il y a des choses à déminer. Et puis tous ceux qui ne sont pas en couple et qui voudraient l'être, on vous souhaite tout le bonheur pour cette année 2021. Exactement. Et puis, ce qui est un élément toujours important, alors c'est que quand même être en couple, c'est un effort de tous les jours, et c'est aussi bien de ne pas tomber dans une routine. On a beaucoup rigolé au début de notre relation parce qu'on dit attention, faut pas qu'on tombe dans la routine. J'attends toujours qu'on tombe dans la routine au bout de bientôt 11 ans, 10 ans et demi. Aussi du coup de prendre régulièrement des moments où on se retrouve et on fait vivre un petit peu ce spark, comment on dit ça en français, cette petite étincelle du couple. Et donc, notamment, je t'ai offert un jeu, Guillaume, pour Noël, qui est justement censé nous aider à ne pas perdre cette étincelle. Tout à fait, c'est un jeu qui s'appelle 2 minutes mon amour. Alors déjà rien que le titre, ça montre l'importance de prendre du temps ensemble. Pas forcément long. Temps de qualité, quality time comme on dit en anglais. Pas forcément long, mais pour échanger, communiquer et rire en couple. Et ça, c'est le sous-titre, échanger, communiquer et rire en couple. Et c'est un peu les 3 piliers d'une relation stable et équilibrée. Voilà, alors donc il y a 4 types de cartes dans ce jeu. Hein. Donc l'idée, c'est effectivement, on s'assied, on prend un petit moment à deux. Le premier type de carte, c'est « je te dis ». Et donc je te dis quelque chose, voilà. Tout de suite avec toi, donc c'est quelque chose à faire immédiatement. Je me souviens de quelque chose qu'on a partagé. Avec toi. Ou je te partage quelque chose, j'imagine, qu'on aurait envie de faire. Alors pour l'instant, on en a fait une seule. Peut-être d'ailleurs aujourd'hui, on pourrait en tirer une deuxième. Et donc avant que belle-maman arrive demain. Ah voilà, exactement. Donc la question, je te dis, en fait, j'ai pas envie que belle-maman vienne. Ça sera emmerdant. Belle-maman, si tu nous entends. Mais non, on vous aime. C'est ma maman. Voilà.
C'était une carte Je te partage. Et donc, c'était Je te partage la soirée que j'aimerais partager avec toi. Et donc, On a eu un chouette échange sur deux soirées à faire. Et on a noté d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier. Parce que globalement, c'est des soirées qu'on ne peut pas faire pour l'instant. Hein, voilà, merci exactement. le Covid. Mais qu'on compte bien se rattraper. Donc si vous aussi vous avez envie, je sais pas, de tenter l'aventure avec ce petit jeu de cartes, c'est très sympa, ça coûte pas très cher. Et puis on vous dira hein, si on pioche des cartes intéressantes ou si on a des bons moments de partage. Et puis on vous mettra sur Facebook et sur Twitter le lien pour trouver ce jeu. Hein. Exactement. Allez, on passe à la prochaine rubrique. Mais oui Max, tu veux nous parler d'un court-métrage que tu as découvert et qu'on a regardé et qu'on a beaucoup apprécié le week-end dernier. Eh oui, il s'appelle PD. Alors, PD, vous savez que c'est une insulte homophobe quand même très répandue, notamment dans les cours d'école PD, et les cours de collège et lycée. Et justement, c'est un court-métrage qui se passe au lycée globalement. Hein. Le lycée, c'est l'âge où souvent on se découvre et quand on est homosexuel, on se découvre un peu différent. Et puis quand on n'est pas homosexuel, on a parfois le besoin, beaucoup de mal-être. La libido, la testostérone, tout ça, les hormones qui commencent à travailler, pas mal de mal-être, volonté d'exprimer sa virilité. C'est aussi le moment où on essaye d'appartenir à un groupe. Donc souvent, on se ligue un peu contre les autres parce que c'est aussi comme ça qu'on appartient à un groupe. Et donc, ce court-métrage, c'est l'histoire d'un garçon qui sait qu'il est homosexuel, mais qui peut pas le dire, qui sent pas qu'il peut le dire à ses amis. Et puis, il tombe amoureux d'un autre garçon avec lequel il échange un bisou dans le cadre d'un action ou vérité. Et, il y a des rumeurs qui commencent à circuler. Et comme le disait très sagement un ami commun il y a quelques années en arrière, quand une personne le sait, c'est relativement simple. Quand 2 personnes, ça devient compliqué. Quand 3 personnes le savent, c'est peux plus garder le secret. Ça n'est plus un secret. On peut plus le garder. Et donc là, c'est effectivement le choix de ce jeune homme, soit d'assumer et de dire qu'il est homo, soit de dénigrer, de dire c'est pas vrai, et éventuellement d'essayer d'avoir une copine pour cacher des choses. Et ça fait un peu écho à ce chemin qu'on a tous parcouru d'une manière ou d'une autre. Et on sait que le collège et le lycée peuvent être des moments, de manière générale, pour l'ensemble des enfants, un peu difficiles parce que c'est quand même ces moments où on est en train de grandir, de se chercher, de chercher à appartenir à un groupe, et en même temps de se découvrir un peu différent aussi, c'est pas simple. Et pour reprendre les mots dans Was Hebdo de Olivier Lallart, le réalisateur, il dit « C'est arrivé un moment de ma vie où je voulais en parler. Je n'ai jamais connu le harcèlement, mais j'entends souvent l'insulte PD être proférée. Même si cela peut être dit de manière amicale entre amis, cela peut arriver que ces personnes soient homosexuelles et le vivent mal. Quand j'ai entamé les démarches auprès d'élèves pour recruter des figurants, je les ai entendus rigoler en disant « Tu vas faire le PD » sans que les professeurs réagissent. Ça m'a convaincu qu'il fallait vraiment faire ce court-métrage. Ça montre aussi, ça souligne l'importance, le rôle de l'équipe éducative qui est souligné aussi dans le court-métrage. Ouais, et c'est aussi justement un grand message de pédagogie pour qu'on arrête d'utiliser le PD comme une insulte, parce que il y a des gens que ça touche et qui peuvent se dire que tout ça est dirigé contre eux, même si on nous dira mais non, mais c'est pas homophobe et tout ça, mais oui, mais de fait voilà. Donc on vous invite à aller voir ce court-métrage qui est sur YouTube. Il a déjà fait plus d'1 million de vues. Je crois, donc c'est vraiment exceptionnel et vraiment il est très bien fait, il aborde différentes manières, y compris d'ailleurs le rôle de l'équipe éducative pour justement éviter que cette insulte soit utilisée dans les cours d'école. Tout à fait, pour être précis, on est à 1 198 712 vues aujourd'hui sur YouTube. Et honnêtement, moi ce que je rêve, c'est que ce court-métrage puisse être utilisé comme un outil pédagogique présenté dans les écoles, parce que vraiment il est très clair, il est très bien fait, c'est une belle histoire. Voilà, donc ça se termine bien et ça fait écho naturellement pour moi aussi à l'engagement que j'ai au sein du refuge à Bruxelles,
de ces jeunes qui sont homosexuels et qui sont rejetés par leur famille. Et donc naturellement, ce moment où on se découvre homosexuel et où on est rejeté par les groupes d'amis, mais aussi potentiellement par certains membres de sa famille, voire même ses parents, parce que pas de PD chez moi. Voilà, ça fait aussi écho à ça. Donc c'est... Voilà, on vous encourage à aller le voir et puis dites-nous si vous avez bien aimé. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je t'aime. Moi non plus. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous et, comme on vous l'a dit au début de cet épisode, à nous mettre une note sur Apple Podcast, un like sur YouTube ou même sur Facebook. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, sortez masqués et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.